On travaille toujours dans le passé. Demain, on va travailler non seulement dans l'instantané, dans le présent avec la facture électronique, parce que tout va s'incrémenter automatiquement et on aura des données en instantané, mais on pourra même travailler dans l'avenir. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Ouais. Action. Bonjour Cécile, comment vas-tu ? Ça va très bien, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton bureau. Pour moi, c'est un privilège en tant qu'étudiante d'avoir cette chance-là de visiter déjà le conseil et en plus d'être là accueillie par la présidente. Pour commencer, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours, qu'il soit professionnel. Est-ce que l'expertise comptable, c'était une vocation ? Et même ton parcours en tant qu'expert comptable. Alors, pour tout savoir, en fait, moi je connais le métier d'expert comptable parce que je suis d'une famille de commerçants. Donc mes grands-parents avaient une boucherie, j'ai une tante qui avait un tabac-presse, mes parents avaient un garage que mon frère a repris. Donc en fait l'expert comptable, je le voyais régulièrement voir mes parents, les accompagner, les conseiller. Je voyais également chez mes grands-parents le comptable qui venait. Donc voilà, donc j'ai toujours, du plus loin que je me rappelle, avoir vu ce personnage qui venait et qui était toujours là à côté, surtout quand il y avait des difficultés et qui essayait de résoudre ces difficultés. Et donc à l'âge de 16 ans, au moment de l'orientation, je me suis dit, moi je veux faire ce métier-là, je veux faire dans la comptabilité. Alors, peut-être que je me suis dit je vais être expert comptable, mais vraiment c'était de faire dans la comptabilité. Alors c'est quand même assez rare à 16 ans de décider de vouloir faire un métier dans la comptabilité. C'est certain. Hein, voilà, j'en suis pleinement consciente. Et puis au fur et à mesure de mes études, donc je suis partie, j'ai fait ce qu'on appelle à mon époque, parce que je suis plutôt en fin de carrière là, maintenant, donc un bac G2. Après ça s'appelait STMG, enfin ça a eu STG, etc. Et puis j'ai fait le parcours classique à mon époque, j'ai fait un BTS de comptabilité. Et puis après, j'ai fait un DECF et DESCF, puisque c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Mais entre le BTS de comptabilité, que j'ai eu le bac à 18 ans, le BTS à 20 ans, bon, après, je me suis un petit peu perdue dans les études. Enfin voilà, j'étais dans une ville étudiante du sud de la France parce que je suis de l'originaire du sud de la France, de la région marseillaise. Et j'ai fait mes études en partie à Marseille et en partie à Aix-en-Provence. Et quand on est dans une ville universitaire, c'est un peu compliqué des fois de rester concentré sur ses études. On découvre beaucoup de choses. On découvre beaucoup de choses, surtout quand on a 20 ans. Et je suis venue à l'âge de 23 ans, je suis venue en région parisienne. Et puis là, en région parisienne, c'est déjà un petit peu moins festif. Surtout que je me suis retrouvée en Seine-et-Marne. Et j'ai repris mes études et j'ai passé mon diplôme d'expertise comptable après avoir fait mon stage. Je suis restée salariée pendant quelques années dans des cabinets, mais pas très longtemps. Donc les 3 ans de mon stage, 2 ans après avoir été diplômée en tant qu'expert comptable salarié. Et puis j'ai décidé de m'installer parce qu'en étant d'une famille de commerçants, j'ai toujours eu cette fibre de vouloir être à mon compte. Et dans ce métier, pour être à son compte, il n'y a qu'une solution, il faut être expert comptable. Et voilà, et puis je me suis installée. J'ai créé mon cabinet ex nihilo en Seine-et-Marne, dans la partie sud de la Seine-et-Marne, c'est un grand département. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai un cabinet d'une 30aine de personnes. Voilà pour mon parcours professionnel d'expert comptable. Donc oui, entrepreneuriat, dès qu'il a fallu, en fait, quasiment après ton diplôme. Oui. Et donc là, aujourd'hui, tu es présidente du Conseil national de l'ordre. La marche, elle s'est faite comment ? Comment on en arrive là ? Parce que ça fait un peu rêver aussi. Alors, comment on arrive à être présidente du Conseil national de l'ordre ? Alors, ça n'a jamais été ma passion, ça n'a jamais été mon rêve. En fait, je me suis engagée très tôt dans la profession. Je me suis engagée dans les syndicats de façon très tôt et de façon, on va dire, un petit peu égoïste. Parce que quand on crée son cabinet ex nihilo, on se retrouve facilement isolé. On peut facilement s'isoler du reste de la profession parce qu'on n'a pas de collaborateurs, on est tout seul, on travaille, et prendre des décisions, c'est quelquefois un petit peu compliqué quand on est chef d'entreprise, mais prendre des décisions qui ont un impact sur d'autres entreprises, c'est-à-dire que quand on accompagne nos clients, on leur donne des conseils,
Et des fois, on doit leur donner des conseils qui suivent, parce qu'on est les sachants pour eux, hein. On est leur premier partenaire, on est leur copilote, et des fois donner des conseils qui peuvent avoir un impact très important sur leur entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'un expert comptable, c'est une grande responsabilité. Et donc, je ne voulais pas m'isoler, je voulais continuer de partager avec les experts comptables. Et donc, pour ce faire, il fallait que je rencontre des experts comptables. Et pour rencontrer des experts comptables, j'ai commencé à m'engager dans l'association des experts comptables de Seine-et-Marne. Et comme j'avais du temps, parce que j'avais créé mon cabinet et j'avais 3-4 clients, alors j'avais beaucoup de temps, on me demandait d'aller participer à des manifestations pour représenter le métier d'expert comptable, pour la chambre de commerce, la chambre de métier, les stages de préparation à l'installation, d'aller dire aux gens, aux nouveaux entrepreneurs, prenez un expert comptable, faites attention, vous avez besoin des conseils d'un professionnel. Et à force de participer à toutes ces manifestations-là, on m'a happé de plus en plus, tout en faisant que mon cabinet se développait. Je suis rentrée dans un syndicat, expert comptable de France. Et puis, je me suis retrouvée présidente d'experts comptables de France de Seine-et-Marne. Et puis après, on m'a demandé de me mettre sur une liste pour le Conseil régional de l'ordre d'Île-de-France. On m'a demandé de m'occuper de la formation. Et en fait, ça s'est fait naturellement au fur et à mesure où je m'engageais. Et je suis quelqu'un qui s'engage, mais qui, quand je m'engage, je m'engage. Je ne m'engage pas à moitié, je m'engage à fond. Je fais du mieux que je peux avec toute mon énergie. Et puis, c'est des fonctions qui sont passionnantes parce que quand on est dans son cabinet, on a tendance à s'enfermer, on a tendance, parce que c'est un métier très prenant, expert comptable, pour tous les jeunes qui s'installent, on est happé par les clients qui ont besoin de nous, donc on a tendance à avoir un petit peu du mal, comme nos clients d'ailleurs, à lever la tête du guidon et se dire où je vais. Et le fait d'être dans les instances, ça permet de voir autre chose, une autre facette, et ça nous oblige à lever la tête et à regarder au loin ce qui arrive. Et donc ça, c'est deux choses différentes. Le fait d'être expert comptable dans son cabinet et d'être élu dans des instances, c'est deux visions différentes du métier et qui sont hyper importantes. Et puis on voit arriver les changements quand on est dans les instances, alors que des fois quand on est dans nos cabinets, c'est pas qu'on les voit pas, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de voir, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de penser à la stratégie. Alors que quand on est dans les instances, on peut avoir cette chance-là de voir arriver les choses et de se dire oui, effectivement, il faut que je me pose, il faut que je réfléchisse pour savoir où je veux aller avec mon cabinet. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et c'est une autre façon aussi de gérer le métier. Et donc, du coup, conseil régional, je me suis occupée de l'Institut régional de formation d'Île-de-France qui s'appelait à l'époque ASFOREF, qui maintenant s'appelle Supexpertise. J'en ai été la présidente pendant 8 ans. Et puis, on m'a demandé de venir au Conseil national m'occuper de la formation en 2020. Donc, je me suis retrouvée présidente du CFPC pendant 2 ans. Et puis, un jour, j'ai décidé, sur les élections intermédiaires, je me suis présentée pour être présidente du Conseil national parce que certaines choses qui se passaient au Conseil national ne me convenaient plus. C'était plus mes valeurs. C'était pas ce pourquoi je m'étais engagée. Et c'était pas non plus... c'était plus tolérable pour moi. Et donc j'ai pris mes responsabilités, j'ai dit maintenant ça suffit. Et je me suis présentée. Et c'est une décision que j'ai prise en 2 jours. Je n'ai jamais voulu être présidente du Conseil national ni du Conseil régional. C'est pas quelque chose dont j'ai rêvé toute petite. Je vais dire, ni quand je me suis installée. Mais parce qu'il y a eu un moment donné où je me suis dit, on peut pas diriger, on peut pas être on ne peut pas fonctionner comme ça dans cette institution. C'est une institution noble, c'est un métier noble, et donc voilà. Et donc il y a des valeurs à respecter. Et je trouvais intolérable ce qui se passait. J'ai pris mes responsabilités, j'ai dit maintenant ça suffit. Et j'ai été élue présidente du Conseil national depuis le 21 décembre 2022. D'accord. Donc, en fait, au début, c'était vraiment le métier, c'était une vocation. C'était vraiment quelque chose qui t'intéressait. Après, pour l'engagement qui a été supérieur et qui t'amène aujourd'hui au poste de président, c'était vraiment les valeurs qui ont fait que tu t'as voulu t'engager et aussi le fait de vouloir prendre du recul sur la profession et anticiper sur
les changements qu'il pouvait y avoir. Exactement. D'accord. Exactement. Et les valeurs, c'est quelque chose d'important dans ce métier. C'est quelque chose d'important dans la vie de tous les jours, dans la vie de tout le monde, les valeurs. Il faut qu'on ait des valeurs. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Mais on exerce un métier extraordinaire. Je suis passionnée par ce métier. Et je n'admets pas qu'on puisse le dévoyer, de quelque façon que ce soit. Voilà. Donc, voilà, quand ça m'a pas plu, j'ai dit stop, ça suffit. D'accord. Et au niveau du conseil et de toutes ces, je vais pas dire associations, mais les personnes que tu rencontres, est-ce que c'est des personnes que tu vois souvent, des personnes qui sont aussi engagées, et c'est un peu tout le temps les mêmes personnes, ou est-ce qu'il y a un turnover Alors, on a la très grande chance dans ce métier d'avoir dans toutes les institutions, qu'elles soient nationales ou régionales, d'avoir des élus hyper engagés. On a la chance d'avoir des élus qui se donnent à 2000%, qui sont là pour le bien collectif, pas pour leur intérêt personnel, parce que quand on est élu dans une institution, que ce soit un conseil régional ou un conseil national, c'est énormément de temps. Et c'est du temps que l'on prend sur sa vie personnelle, parce qu'on est tous avec des cabinets, puisqu'on est tous experts comptables, qu'on soit salarié d'un cabinet ou qu'on ait son propre cabinet, parce qu'on a des gens qui sont élus des grands cabinets, puis des gens élus des petits cabinets, donc chacun a son statut un petit peu différent, mais c'est du temps pour l'essentiel que l'on prend sur sa vie personnelle. C'est des sacrifices qu'on fait sur nos vies de famille. Donc, il faut qu'on soit hyper passionné pour faire ça. Et on a la très grande chance d'avoir des gens hyper passionnés, hyper dévoués pour la profession, qui trouvent que c'est le plus beau métier du monde, et qui trouvent que ce métier a un sens, et a un sens dans l'économie du pays. On a un rôle majeur à jouer dans l'économie de ce pays, parce qu'on est les copilotes des TPE. On a le chef d'entreprise et nous, on est à côté. On est les copilotes des TPE, et les TPE, c'est les entreprises. Il y a 4 millions de TPE en France. C'est l'essentiel du tissu économique. Donc, c'est un métier qui a énormément de sens en matière d'économie. On a un vrai rôle à jouer dans ce pays, et donc on a des gens passionnés. Et des gens passionnés par les fonctions dans les institutions aussi, parce que c'est pour le bien collectif. Moi, je travaille pour la profession, mais pour les professionnels aussi. Je travaille pour tout le monde. Donc voilà, et on a cette chance dans ce métier d'avoir des gens de tout âge, des jeunes, des moins jeunes, et c'est énorme, parce que quand on voit dans d'autres institutions, on n'a pas ça. Et moi, j'ai côtoyé que des gens passionnés. Et là, tu vois la relève arriver aussi mais bien sûr, je vois la relève arriver. Heureusement qu'on a la relève qui arrive. Donc, on a la relève qui arrive. On a des jeunes qui sont dans les institutions, alors qui sont sur des postes qui progressent petit à petit. Mais oui, et puis moi, j'ai fait partie de la relève aussi à une époque. Et donc, il y a une relève et il y a une continuité, en fait. Il y a une vraie continuité. Les plus jeunes arrivent. Et puis, voilà. Et puis, nous, il faut qu'on leur laisse la place. Il faut que... Moi, quand j'ai été élue au mois de décembre, au mois de janvier, il y avait un bureau ou un conseil d'administration national du CJEC, et je suis allée les voir en leur disant, parce que le CJEC, c'est le club des jeunes experts comptables, je suis allée les voir en leur disant, vous avez votre place dans les institutions. Toquez à la porte, on vous ouvrira la porte. Et c'est aussi à nous, les anciens, de leur ouvrir la porte. Et donc, tout le monde a sa place. Et il y a de plus en plus de jeunes qui viennent dans les institutions et qui participent à la vie des institutions. Pour ma part, je suis depuis très peu membre de l'annexe Pays de Loire, et je côtoie du coup des jeunes hyper engagés pour la profession. Et comme je viens d'un master CCA, c'est pas forcément des associations auxquelles j'étais sensibilisée, mais au final, avec les contacts, et comme grâce au podcast, je rencontre beaucoup de monde, j'ai pu rencontrer notamment Nathan Heinz. Et c'est là où j'ai ouvert les yeux sur en fait tout ce qui se passait derrière la profession. Ok, on apprend à donner des conseils, mais à côté on est dans un secteur d'activité qui bouge, qui va être touché par certaines tendances. On y reviendra. Et donc oui, c'est important en fait de prendre du recul, comme tu dis, là-dessus. Et tu as dit que l'expert comptable aidait à l'économie du pays. Est-ce que le conseil travaille avec le gouvernement sur l'économie, sur les prochaines peut-être décisions de loi, etc. Alors, oui, on travaille. Alors, notre interlocuteur privilégié, c'est le ministère des Finances, de l'économie et des Finances. D'accord. Et puis, l'ordre est... on est sous la tutelle du ministère de l'économie et des Finances. Hein, c'est notre tutelle. Et donc, on travaille avec eux. Oui, on est consulté.
Pas assez à mon goût. Moi, je pense qu'on devrait être consulté tout le temps. Dès qu'il y a un texte de loi, et d'ailleurs, je leur dis, consultez-nous, on vous dira si c'est applicable ou pas. Parce que nous, on est sur le terrain. Nous, on est au contact des chefs d'entreprise. Nous, on est dans le tissu économique. Parce qu'un expert comptable, c'est aussi un chef d'entreprise. Parce qu'un cabinet, c'est une entreprise. Comme nos clients. On est sur le terrain. On sait ce qu'il y a besoin. Là, il y a les assises de la simplification qui ont été ouvertes il y a une dizaine de jours par Bruno Le Maire et Olivia Grégoire. On a été conviés comme d'autres professionnels, d'autres syndicats professionnels. Mais comme Bruno Le Maire est venu au congrès de Montpellier et qu'il a fait l'annonce qu'il allait lancer les assises de la simplification, on n'a pas attendu l'ouverture des assises pour envoyer nos mesures de simplification. Parce que comme tu peux l'imaginer, on en a partout des mesures de simplification. Hein. D'ailleurs, quand il me l'a annoncé, quand j'étais en coulisses avec lui, je lui avais dit, monsieur le ministre, ne vous inquiétez pas, vous voulez des mesures, on en a plein les placards et plein les tiroirs, ça fait des années qu'on les propose. Donc, dès la semaine d'après, le congrès, et sa venue au congrès, quand il a annoncé, entre autres choses, ses assises de la simplification, on lui a envoyé 20 mesures de simplification. On a circularisé les confrères pour que on ait aussi des remontées de terrain, parce que, je veux dire, moi j'ai un cabinet, mais c'est mon cabinet. Oui. Donc on a circularisé tout le monde, toute la profession, pour avoir des remontées de terrain, et on a transmis encore des mesures de simplification. On travaille avec le ministère sur la problématique du guichet unique aussi, qui est une vraie problématique depuis le début de l'année, sur le guichet unique. On travaille avec le ministère sur la facture électronique, dont on va parler, j'imagine, tout de suite après. Voilà, on a des tas de sujets avec le ministère, et on travaille avec le ministère sur des tas de sujets. J'ai été voir aussi le ministère de l'écologie pour tout ce qui est la partie durabilité dans les entreprises et le rôle de l'expert comptable en matière de durabilité, qui va être un rôle majeur dans l'économie du pays, parce que ça va être... les TPE ne passeront le cap n'auront cette démarche de RSE ou de durabilité qu'avec l'expert comptable. C'est l'expert comptable qui impulsera dans les TPE. Donc voilà, on est en contact régulier avec des sénateurs, avec des députés aussi. Donc voilà, on est en contact régulier avec les pouvoirs publics. Pas assez à mon goût, mais ça c'est normal, parce que voilà, j'aimerais qu'on soit consulté beaucoup plus. Mais on se rend compte aujourd'hui que les gouvernants, enfin, notamment Bruno Le Maire, Olivia Grégoire, notamment Olivia Grégoire qui s'occupe de la TPE-PME, qui se rendent compte que s'ils veulent avoir touché la TPE-PME, ça passe par les experts comptables. Parce qu'on est le porte-parole des TPE-PME, parce que ce sont nos clients. Le professionnel qui est le plus en contact avec les TPE-PME, c'est l'expert comptable. Ouais. Et c'est par nous, c'est nous la voix des TPE-PME. Et donc, le ministère se rend compte de plus en plus que s'ils veulent toucher les TPE-PME, il faut qu'ils passent par nous. Les grandes entreprises, ils ont leur entrée, ils y vont. Mais les TPE-PME, ça passe par nous. Parce qu'il y a la CPME, il y a l'U2P, mais la CPME, l'U2P, il faut que les entreprises soient syndiquées. Ils ne sont pas tous syndiqués. Ce n'est pas une majorité d'entreprises, c'est une minorité qui est syndiquée. Par contre, nous, on les touche tous. Ouais. Et puis à plusieurs niveaux, dans plusieurs secteurs d'activité. Exact, tous les secteurs d'activité. Et c'est là-dessus, c'est ça qui est dingue dans le métier des experts comptables, c'est que on devient entrepreneur parce qu'on va monter son cabinet. Ensuite, on va devoir être polyvalent parce qu'il va falloir savoir conseiller plein d'entreprises différentes. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc en fait, il y a aussi ce recul-là qui est hyper enrichissant et qu'il faut communiquer. Donc c'est sûr... On a une vision transversale de l'économie. Alors, on ne touche pas les grosses entreprises, en tout cas la majorité des experts comptables. On n'est pas dans les grandes entreprises, on a la TPE-PME, mais quel que soit le secteur d'activité. Ouais. C'est l'avantage aussi du cabinet d'expertise comptable. Quand il y a un secteur d'activité qui est en crise, on a plein de secteurs d'activité, donc on est moins impacté. Mais on a une vision transversale de l'économie parce qu'on touche à tous les secteurs d'activité et tout type d'entreprise. C'est ça qui est passionnant. C'est de suivre des chefs d'entreprise, parce qu'en plus, un chef d'entreprise est passionné, puisque nous, on est passionnés. Les chefs d'entreprise sont passionnés par leur métier. Moi, j'ai des clients qui me font visiter des ateliers, leurs ateliers en m'expliquant leur métier. Alors, quand c'est dans la mécanique,
j'y comprends pas grand-chose. Enfin, pas que j'y comprends pas grand-chose, mais des fois, ils parlent avec des termes techniques. Oui. Mais ils sont tellement passionnés que ça devient passionnant de les écouter. Donc voilà. Donc nous, on a une vision transversale de l'économie. Et on est capable de dire dans tel secteur ça va, dans tel secteur ça va pas. Alors, et demain encore plus avec la facture électronique. Encore plus. On sera incontournable pour les gouvernants pour savoir ce qui se passe dans les TPE-PME. Et on l'est déjà. Et du coup, oui, on l'est déjà. Et du coup, par rapport à la facturation électronique, au congrès, tu avais fait une conférence à ce sujet-là, sur la data, etc. Là, la facturation électronique, le projet a été reculé de quelques années, mais est-ce que tu penses que ce ne sera pas un peu trop tard avec toutes les IA qui arrivent là en ce moment? Comment ça va se passer? Quel est l'avenir de la profession là-dedans? Comment tu vois les choses? Alors, la facturation électronique va avoir un impact, il ne faut pas se leurrer, très fort sur les cabinets. On va dire que c'est l'ADN même de notre métier qui va être impacté. Parce que expert comptable, ça veut dire qu'on fait de la comptabilité. Et toute cette partie mécanique de la comptabilité, on le sait tous, va disparaître. En fait, elle ne va pas disparaître, elle va être automatisée. Donc toute cette partie-là, on n'aura plus à y toucher. Donc là, la facture électronique va avoir un impact très fort. Alors, c'est vrai, ça a été décalé. Ça a été décalé 2026-2027, 1er septembre 2026, 1er septembre 2027. Mais c'est la plateforme fiscale qui n'est pas prête. Parce que le système en France, on a une plateforme fiscale qui est là pour gérer les impôts, c'est-à-dire la TVA, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire d'aller chercher sur les factures la partie de TVA pour pouvoir pré-remplir les déclarations de TVA. Et on a les plateformes privées qu'on appelle PDP. Oui. Ces plateformes privées s'occupent de la partie économique. Et en plus, ces plateformes privées, non seulement vont gérer la facture électronique, mais vont avoir des modules de prépaiement pour pouvoir actionner les paiements. Et donc, cette plateforme, elles sont développées par des sociétés privées. Et notamment, l'Ordre développe sa propre PDP qui s'appelle jefacture.com. Mais nous, on peut continuer à avancer sur la facture électronique. C'est-à-dire que les PDP continuent de fonctionner, de se développer. On va avoir là les certifications des PDP qui vont commencer au début de l'année 2024, enfin sur le premier semestre, si je ne me trompe pas. Mais on va continuer. Et il ne faut rien lâcher sur la facture électronique. C'est pas parce que c'est décalé qu'il faut qu'on dise on attend. Il ne faut pas attendre. Tu l'as dit, il y a l'IA qui arrive en même temps. C'est data, IA, facture électronique, tout ça, c'est concomitant. Et c'est normal que ce soit concomitant. On ne peut pas se permettre d'attendre la plateforme fiscale. On ne peut pas attendre le gouvernement pour la facture électronique. Il faut qu'on mette en place la facture électronique dès maintenant dans les cabinets. On a besoin de cette automatisation dans les cabinets. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, la facture électronique, elle sera mise en place. Si ce n'est pas 2026, ça sera 2027, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Parce que déjà, il y a un enjeu majeur pour le gouvernement qui est la lutte contre la fraude à la TVA. Alors, ils parlent de milliards à récupérer, moi je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, ça sera certainement des milliards qu'ils vont récupérer, mais eux, l'enjeu, c'est ça. Nous, l'enjeu, il est ailleurs. L'enjeu, il est sur l'automatisation dans les cabinets. Gain de temps. Gain de temps, du coup. Gain de temps, sécurité, oui. Moins d'intervention humaine, moins de risque d'erreur, à partir du moment où c'est automatique. Comptabilité en instantané, données en instantané, c'est énorme pour les clients. Aujourd'hui, on travaille toujours dans le passé. On fait, par exemple, les comptabilités au mois de décembre, on fait la comptabilité du mois de novembre. Oui. D'accord ? Donc au mois de décembre, je donne les chiffres du mois de novembre. Mais le mois de novembre, il est déjà fini quand je donne les chiffres. Donc on ne peut plus rien faire. Quand on délivre, quand on fait les rendez-vous bilan, on les fait au mois d'avril de l'année d'après. On travaille toujours dans le passé. Demain, on va travailler non seulement dans l'instantané, dans le présent avec la facture électronique, parce que tout va s'incrémenter automatiquement et on aura des données en instantané, mais on pourra même travailler dans l'avenir. Donc plus de conseils. Plus de conseils, plus d'accompagnement. On aura des données qui vont nous permettre de dire aux clients, oula, attention,
Là, vous avez eu trop d'achats, trop d'électricité, trop de carburant. Est-ce que c'est normal? Vous avez telle dépense qui a augmenté entre ce mois-ci ou la semaine d'avant et la... Enfin, on aura des indicateurs et des alertes qui vont nous permettre de mieux accompagner les clients dans la gestion de leur entreprise. C'est ça qu'ils nous demandent tous les jours, mais qu'on n'a pas le temps de donner. C'est ça qu'ils ont besoin. Et on pourra même faire des prédictions. Et on aura même des alertes sur des risques de défaillance d'entreprise, puisqu'on aura les données en instantané. On pourra faire beaucoup plus de prévention que ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, c'est clair. Et le chiffre d'affaires aujourd'hui, il y a une grosse partie qui vient du récurrent, du coup de la saisie, de la tenue comptable, etc. Demain, ça n'existera plus. Où est-ce qu'elle sera le chiffre d'affaires, il se greffera? On va trouver d'autres missions. Ouais. On a déjà des nouvelles missions. Oui. Le full service. Le full service, c'est quoi? C'est faire les devis, les factures, les règlements fournisseurs, de faire les relances clients de nos clients, pas les nôtres, celles des clients. Aujourd'hui, il y a des cabinets qui le font, mais très peu, parce qu'on n'a pas le temps. Moi, demain, si j'ai du temps, je fais ça. Et mon client, il sera content. Parce qu'en même temps, je vais faire ses factures, qu'il n'a pas le temps de faire, qu'il fait le soir très tard ou le week-end. Alors, je parle des petits artisans. Moi, j'en ai beaucoup d'artisans dans le bâtiment. Les devis, les factures, les relances clients, ils n'ont jamais le temps de les faire. Si on leur fait ça tout le temps, on leur fait rentrer de l'argent régulièrement, on va réduire les délais de règlement parce qu'on va toujours être là. On va faire les règlements fournisseurs. Ça, c'est le full service. On va avoir des missions également en cybersécurité, parce que personne n'est à l'abri d'une attaque aujourd'hui. On le voit tous les jours. Ouais. Toutes les entreprises se font attaquer, même à titre personnel, on se fait attaquer. Donc on aura des missions en matière de cybersécurité. On va avoir des missions, alors un terrain de jeu extraordinaire qui s'ouvre à nous, là, la durabilité, on en a parlé tout à l'heure, le RSE. On va être obligé d'accompagner nos clients là-dedans, parce qu'ils vont avoir besoin de nous pour ça. On parle de la CSRD, la directive européenne qui est en train d'être transposée, mais qui concerne les entreprises d'une certaine taille. Ce rapport de durabilité, qui doit être établi par des entreprises d'une certaine taille, concerne toute la chaîne de valeur. Donc ça va descendre jusqu'au plus petit des sous-traitants, c'est-à-dire nos clients. Et là, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer pour remonter ces données. Mais il n'y a pas que ça. On a des établissements bancaires qui ont déjà des financements avec des taux préférentiels pour les entreprises qui ont une démarche en matière de RSE. Donc nos clients, ils vont venir nous voir pour nous dire « il me faut une démarche en matière de RSE parce que je veux un taux d'intérêt plus intéressant ». Il y a des subventions qui vont être octroyées avec des conditions d'éco-responsabilité des entreprises. On va avoir également la Banque de France qui est en train de réfléchir à une notation, une cotation en fonction de ça. C'est des enjeux de maintenant, parce qu'on doit se saisir de ces missions-là, maintenant la profession. Parce que on est légitime pour aller sur ce terrain-là, mais on n'a pas de prérogative d'exercice. Donc il y a toutes sortes de professionnels qui peuvent venir sur ce terrain. Et on a déjà ça, qui viennent toquer à la porte de nos clients. Et une fois qu'ils sont installés chez nos clients, compliqué de récupérer la mission. Donc c'est à nous de saisir de ces missions aujourd'hui, parce qu'on a un avantage concurrentiel sur tous ces gens, tous ces consultants, c'est qu'on a la confiance de nos clients. Ils ne font rien sans nous demander notre avis. Donc là, mais cette confiance qu'on a, cet avantage concurrentiel, entre guillemets, qu'on peut avoir, il ne va pas être éternel. Le client, il va venir nous chercher une fois, 2 fois, 3 fois, à la fin, il va aller voir ailleurs, parce qu'il va se rendre compte qu'il a besoin de ça pour continuer à fonctionner. Donc, là, en matière de RSE, de durabilité, on a un champ des possibles extraordinaire. On a le full service, on a des tas de missions à exercer, Mais tout ça, ça impose qu'il faut qu'on se forme et qu'on forme nos collaborateurs. Parce qu'on ne peut pas aller sur ces nouveaux terrains et emmener nos équipes sur ce nouveau terrain si on ne se forme pas. Il faut qu'on repense la stratégie de nos cabinets aussi, parce qu'on n'ira pas tous sur les mêmes terrains. Il y en a qui vont préférer faire du full service, il y en a qui vont dire moi je préfère faire de l'accompagnement au pilotage, il y en a qui vont dire moi je préfère faire dans la RSE, ou je peux faire 2 choses en même temps, mais il faut qu'on se pose et qu'on repense à la stratégie de nos cabinets. Et c'est là que l'ordre entre en jeu.
Et même pas que des cabinets, aussi au niveau des formations des futurs professionnels. Exactement. Je vois en cours, au niveau technicité, on est au taquet, on apprend, c'est très strict, très rigoureux, mais sur tout ce que tu viens, tout ce que tu as abordé là, on n'est pas vraiment accompagné là-dessus. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait des yeux qu'on peut sélectionner en fonction des thématiques qui nous intéressent. Ah mais après, on va avoir besoin de nouveaux talents. Hein. Ouais, c'est ça. Alors on a les DSCG, les masters CCA, de droit. Mais peut-être que demain, on aura besoin de talents différents. On aura besoin de gens qui auront un master en durabilité. On aura besoin de gens qui ont des masters en cybersécurité. On va avoir des data scientists, des data analystes. On va avoir besoin de beaucoup de talents, de divers talents. C'est pas pour ça que les masters CCA et les DSCF, enfin les DECS, pardon, ne sont plus dans les cabinets. Ils vont y être dans les cabinets. Oui. Donc on va avoir besoin de nouveaux talents. On va avoir besoin de gens, master CCA, machin, qu'il va falloir aussi qu'on adapte. Donc, c'est pour ça, l'ordre, hormis la partie normative, la partie fourniture d'outils, la partie qui est fournie aux professionnels, on a une partie formation qui est importante. Et la formation, c'est la pierre angulaire de notre profession. La formation initiale, mais la formation continue aussi. Celle qui se fait du coup toute l'année par des événements. On a des obligations de formation. Hein. Oui, c'est ça. D'accord. Donc on a des obligations de formation. Ces obligations de formation pour nous et nos collaborateurs, il faut les respecter. Et si on ne se forme pas, de toute façon, vu la législation à l'allure où elle va, on ne peut plus travailler. Mais tous ces changements qui s'annoncent, et notamment le plus gros qui est quand même l'arrivée de la numérisation de l'économie, donc avec la facture électronique, la data, l'intelligence artificielle, font qu'on va être obligé de se former. Donc il faut qu'on se pose et qu'on repense la stratégie de nos cabinets. Pour ça, l'Ordre a mis au point un outil de GPEC qui accompagne les professionnels et qui est mis à disposition gratuite des experts comptables sur le site de l'Ordre, sur la partie privée de l'Ordre. Un outil qui va les aider à repenser la stratégie de leur cabinet, qui va aider aussi les collaborateurs à s'évaluer et à savoir quel type de formation serait le plus adapté pour eux. Et l'Ordre fait un investissement en matière de formation comme il n'y a jamais eu depuis que l'Ordre existe, à hauteur de 4,7 millions d'euros à destination des cabinets. C'est-à-dire que, alors on a obtenu, je dois tout dire, une subvention de 3 millions pour financer ces 4,7 millions. Mais l'Ordre met quand même 1,7 million d'euros en investissement. Ces 3 millions d'euros sont fait pour qu'on fasse des formations à destination des collaborateurs qui sont en place et des nouveaux collaborateurs qu'on va récupérer, qui vont rentrer dans les cabinets pour les former à tous ces changements. Et à destination également des experts comptables, parce que il faut former et les experts comptables et les collaborateurs. Et donc, on a mis en place donc, ce grand plan de formation qui s'appelle Profession comptable 2030. Et comme on sait que tous ces enjeux, facture électronique, durabilité, j'ai 3 piliers forts, 3 axes forts de ma mandature, qui est le numérique, ça va de soi, la durabilité, c'est la première fois que l'Ordre a un secteur complet qui porte sur la durabilité, il n'y a jamais eu ça, et la formation. Sur la facture électronique, on a une plateforme, eFact Expert, qui traite de tout ce qui concerne la facture électronique, la data. Sur la durabilité, c'est pareil. On a mis au point, c'est ce que fait l'Ordre, c'est les outils que fournit l'Ordre aux professionnels, Cap Durabilité. D'accord. Avec plusieurs niveaux, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et puis jusqu'au niveau expert. Et pour la formation, c'est Profession comptable 2030. C'est une plateforme également, Profession comptable 2030, où on peut trouver et l'outil GPEC et l'ensemble des formations. Donc on va développer 50 parcours de formation en 3 ans. On en a déjà développé 17. Et on en avait présenté 16 au congrès, à Montpellier. Et on avait un super beau stand, Profession comptable 2030 au congrès. Donc voilà. Donc c'est ça, en fait. Les enjeux de la profession sont là. On a des changements importants. C'est un défi. Il ne faut pas se leurrer, c'est un vrai défi. Bah oui. Mais la profession est capable de relever ce défi. Les professionnels sont capables. On est capable d'y arriver. Forcément, on en a relevé d'autres des défis. L'informatique, l'arrivée d'Internet. Parce que moi, j'ai souvenir, parce que t'as pas connu, t'es trop jeune. Moi, j'ai vu l'informatique arriver. J'ai vu l'informatique arriver dans les cabinets. Et là, on s'est dit, c'est la fin de la saisie. On va changer du tout au tout. On va pas y arriver. Il y aura moins de travail.
Et au contraire, il y a encore plus de travail. Internet, pareil, oh là là, et encore plus de travail. Et le numérique, la facture électronique, va faire qu'on aura encore plus de travail. Et on aura besoin encore plus de collaborateurs. Alors, avec des collaborateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des compétences différentes, certainement. D'autres profils, d'autres compétences. Mais c'est ça qui est passionnant. Oui, et puis il va aussi falloir travailler sur l'attractivité de la profession, j'imagine, parce que je vais 5 ans en arrière. On parlait, un peu plus, parce que j'avais commencé mes études de comptabilité, mais disons 10 ans en arrière, le seul souvenir la seule image de comptabilité que j'avais, c'était celle de ma maman, qui avait fait passé un diplôme de comptabilité, elle était comptable, et elle me disait, moi, quand je faisais de la comptabilité, j'écrivais sur des livres. C'est ça. Et donc, oui, j'ai un peu connu ça aussi. Et du coup, ça véhiculait une image qui n'était pas... fun. Non, et puis ça crée des stéréotypes et tout. Exactement. Après, j'ai découvert la comptabilité dans une entreprise de pilotage d'entreprise, Financial Project à Paris. Là, j'ai vu que c'était pas du tout ça. Il y avait toute la partie reporting, analyse, pilotage qui était incroyable. Contrôle de gestion. Et donc, en fait, cette attractivité, elle existe, mais on n'en parle pas. Comment on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement dépoussiérer l'image qu'on a, secouer... Déjà, arrêter de se dire qu'on est poussiéreux et pas sexy et pas attractif. Ça peut commencer par ça. Ouais. C'est un des... ça, c'est la première chose. Enfin, faut pas oublier qu'en 5 ans, on est passé de 140 000 collaborateurs à 170 000. Pour une profession qui n'est pas attractive, je trouve qu'on a de plus en plus de diplômés d'expertise comptable. Pour une profession pas attractive, je trouve que c'est quand même pas mal. Ça peut passer également par, effectivement, faire découvrir le métier de collaborateur. Parce que même si c'est pas un métier en termes officiels, mais c'est un vrai métier, collaborateur. Oui. Quand on est en cabinet d'expertise comptable, on n'est pas un comptable, on est un collaborateur. Parce que c'est d'autres contraintes. Et c'est un métier qui est passionnant, le collaborateur. Faire découvrir toutes les tâches que fait un collaborateur. Ou à la fois le même, ou alors toutes les tâches qu'il peut choisir. J'ai parlé de durabilité, d'RSE. Ça donne du sens. Parce que c'est un véritable enjeu sociétal et environnemental, la durabilité. On est bien d'accord. Oui. Aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur. Ça donne du sens à notre métier. Ça donne du sens au métier de collaborateur. C'est ça aussi l'attractivité. L'attractivité, c'est aussi de communiquer sur ces nouvelles missions qu'on va exercer. C'est ça, l'attractivité. Et c'est en exerçant ces nouvelles missions qu'on deviendra attractif. Et c'est en faisant connaître le métier de collaborateur qu'on deviendra attractif. Donc, c'est ça, en fait, la communication qu'il faut qu'on ait. C'est qu'est-ce que c'est que le métier de collaborateur ? Moi, j'ai des jeunes qui viennent en stage au cabinet. Effectivement, ils disent « Ah ouais, non, moi, j'avais pas vu que c'était comme ça. » Un collaborateur, il passe pas sa journée derrière un écran, derrière un bureau. Il se déplace, il va chez les clients, il le conseille, il l'accompagne, et un expert comptable encore plus. Moi, j'aimerais bien passer mes... Enfin, quand j'ai... Bon, là, maintenant, avec mes fonctions, je suis un peu moins dans mon cabinet, mais quand je suis dans mon cabinet, et que je ne suis pas dans mon rôle de présidente de l'institution, et que je suis dans mon rôle d'expert comptable, j'aimerais bien être un peu plus souvent derrière mon bureau, derrière mon écran. Mais non, je vais chez mes clients, je vais les conseiller, je les accompagne, enfin voilà, j'essaie de résoudre leurs problématiques. J'ai 30 collaborateurs. On a fait un team building il n'y a pas longtemps. Et on leur a demandé qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de collaborateur. Qu'est-ce qui leur plaît ? C'est d'être au contact des clients, de se déplacer et de résoudre les problèmes, ou en tout cas d'aider les clients à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans la conduite de leurs affaires. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'humains dans le métier. Mais il n'y a que ça. Mais oui. Un chef d'entreprise, c'est un humain. Une entreprise, c'est un regroupement d'humains. Donc forcément, il y a de l'humain. On ne travaille qu'avec des humains, on ne travaille pas avec des machines. Ouais, et la communication là-dessus, c'est hyper important. D'ailleurs, en podcast, j'ai eu une experte comptable qui est chez GMBA et qui, elle, à la base, était enseignante pendant une quinzaine d'années. Et elle a découvert une communication, c'était une mini BD qui avait été créée par l'ordre. Sur le métier graine d'expert. Sans doute.
Et sur le métier de l'expertise comptable, elle s'est dit, mais en fait, c'est hyper intéressant. Et de là, elle a creusé, elle s'est formée et maintenant, elle est experte comptable. Et elle a plus d'années de carrière en tant qu'experte comptable qu'en tant qu'enseignante. Mais après aussi, l'avantage de sa reconversion, c'est qu'elle a elle a développé des compétences dans l'enseignement qu'elle peut aussi appliquer dans son cabinet. Et voilà. Et en plus, quand on est expert comptable, on peut faire plein de métiers différents. On peut avoir un cabinet d'expertise comptable, on peut être directeur financier d'une grosse boîte, on peut être enseignant, parce qu'on peut être prof. Donc, on peut faire plein de choses différentes quand on est expert comptable. On n'est pas obligé d'avoir son cabinet et d'être expert comptable inscrit à l'ordre. Ou on peut être expert comptable inscrit à l'ordre, avoir son cabinet et être enseignant aussi. Oui. On peut faire plein de choses. Et toi, t'aurais aimé être enseignante ? Moi, j'aime transmettre. Donc, forcément, j'aurais aimé être enseignante, mais... j'ai cet esprit, je pense, d'entrepreneur aussi, qui fait que je ne peux pas être qu'enseignante. Donc, j'ai besoin d'être aussi expert comptable et d'avoir mon cabinet. Parce que, en fait, comme je l'ai dit, moi, quand j'ai commencé, comme tout le monde, j'ai commencé collaboratrice dans un cabinet. Même si à 16 ans, j'ai dit, je vais être expert comptable, voilà. Et puis, un jour, j'ai commencé à travailler dans un cabinet, et puis je me suis dit... J'adore ce métier, d'être au contact avec des clients, les accompagner, leur apporter mes connaissances qu'ils n'ont pas, puisque forcément, autrement, ils ne viendraient pas nous chercher. Essayer de les aider à résoudre leurs problèmes, etc. Et je me suis dit, c'est un métier que j'aime, ça. Et pour être à son compte, il faut que je sois expert comptable. Donc voilà, j'adore transmettre ma passion de ce métier, j'adore transmettre mon savoir. C'est pour ça que je me suis occupée pendant longtemps sur le Conseil régional de Paris, de France, de la formation, parce que je trouve que c'est très important. Transmettre aussi, pas que le savoir en termes de formation, mais transmettre ma passion du métier, dire demain il y en a d'autres qui occuperont ma place et il faut que je leur laisse une institution qui soit gouvernable, qui soit en bon état. Enfin, tout ça, ça fait partie de la transmission. Et être prof, ça m'aurait plu. Peut-être que je ferai ça à la fin de ma carrière. Mais je préfère être à mon compte quand même. Oui. Et l'équilibre avec, du coup... tes obligations là en tant que présidente et avec ton cabinet, comment ça se passe ? T'arrives à un peu trouver suffisamment le temps que tu veux ou... Alors, non, parce que là, les fonctions de président du Conseil national, c'est du plus que 100%. Ouais. Parce que quand un ministre ou un conseiller technique d'un ministre a besoin de nous voir, c'est tout de suite. Donc il faut être disponible tout de suite. Et puis moi, pour moi, c'est un devoir d'être présidente. C'est pas un droit, c'est pas un dû. Ça m'est pas dû à moi. C'est moi qui dois aux autres. C'est moi qui dois à la profession et aux professionnels. Donc je suis corvéable à merci, entre guillemets. Donc c'est plus que du 100%. Donc j'ai la très grande chance, moi, d'avoir un cabinet où j'avais déjà commencé à intégrer des jeunes que j'ai formés, que j'ai menés jusqu'à l'expertise comptable et qui sont tout jeunes et qui sont ravis finalement que je sois plus trop au cabinet parce que ça leur permet de prendre leur place en tant qu'expert comptable associé. Et c'est très bien, ça fait partie de la transmission aussi. C'est à un moment donné de laisser la place. Bon, ça a été un petit peu plus vite que prévu puisqu'il y a eu cette élection qui est arrivée un petit peu de façon... inopinée. Donc voilà, je gère un petit peu comme ça. J'essaye de me préserver 2 jours par semaine au cabinet, mais j'y arrive jamais. Mais voilà, mais après c'est une fonction qui a une durée limitée. Oui. Donc là c'est 2 ans, ça se termine à la fin de l'année prochaine. Donc voilà, donc ça sera c'est quelque chose que j'ai fait avec toute mon énergie. Enfin, j'y mets toute mon énergie. Toute ma volonté. Je m'estime... je dois tout aux professionnels, c'est-à-dire que il y a des assemblées générales en région, il y a des confrères, j'y vais, j'interviens, c'est à moi d'y aller, c'est à moi d'aller les voir, c'est à moi d'être au contact de eux. Et puis j'en ai besoin. Parce que ça me donne des remontées de terrain aussi. J'ai besoin d'aller voir dans les cabinets. Donc, quand je me déplace en région, j'essaye toujours d'aller visiter un cabinet, de discuter avec l'expert comptable, parce que chacun exerce à sa façon, chacun a sa personnalité. C'est toujours très enrichissant et d'avoir des remontées de terrain. Mais c'est une fonction très, très prenante. Mais c'est une fonction hyper passionnante. Je vis des choses que j'aurais jamais vécues si j'avais pas été présidente. Et la suite ? Après le mandat. Je sais pas. Alors déjà, je vais finir le mandat. Oui. Et après, on verra. Ouais. Ça marche. Je finis le mandat. Ça se termine fin 2024. Mm-hmm. Comme je te l'ai dit,
C'était pas quelque chose qui était prévu. C'était pas mon plan de carrière, pas du tout. Mais c'est une fonction que je prends avec beaucoup de sérieux parce que c'est une fonction très importante. Je n'ai que des devoirs envers les professionnels parce que je suis leur représentante, mais je n'ai que des devoirs vis-à-vis d'eux. Quand on m'invite, je vais partout où on m'invite. J'essaie de répondre à toutes les sollicitations parce que si on m'invite, c'est qu'on a besoin de me voir et donc c'est un devoir pour moi d'aller voir les experts comptables. Je finis mon mandat et on verra après. Ouais. On va approcher de la fin du podcast et avant de te poser notre ultime question, j'aimerais que tu me parles un peu de la position un peu de la femme dans le secteur de l'expertise comptable. Est-ce qu'on doit redoubler d'efforts ? Est-ce qu'on doit faire plus de preuves ? Alors, moi, ça fait à peine 25 ans que je suis installée. Ça doit faire... À peine à peine 25 ans. En fait, et j'ai 3 enfants. Quand je me suis installée, mon dernier venait de naître. Et donc, mes 2 aînés avaient 7 et 4 ans. Alors, on représente aujourd'hui 30% de la profession, les femmes installées, d'accord ? Au niveau du diplôme, on est à 50-50, voire peut-être un petit peu plus de filles que de garçons. On est plus studieuses peut-être. Non, je blague. Dans les jeunes inscrites, ça commence à monter. C'est un métier chronophage, si on se laisse bouffer par le temps, par le métier. Mais c'est un métier qu'on peut exercer de plein de façons différentes. Et quand on est... Parce que je sais, moi je vois des jeunes qui me disent, des jeunes femmes qui me disent, oui, mais moi je veux une vie de famille équilibrée avec une vie professionnelle, je veux des enfants, j'ai des enfants, etc. On peut tout faire. On peut tout faire. Parce qu'on a un métier, on peut travailler à distance, sans problème. On est bien d'accord. On peut travailler de chez soi, sans problème. Aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, c'est plus un problème. Et on n'est pas obligé de monter un cabinet qui fasse tout de suite des millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, j'ai monté mon cabinet, je l'ai créé ex nihilo parce que j'avais 3 enfants et que le dernier venait de naître et que je me dis, je ne peux plus continuer à travailler en tant qu'expert comptable salarié parce que c'était des horaires impressionnants. Et j'avais besoin de me dire, je veux aussi profiter de mes enfants. Donc j'ai créé mon cabinet en me disant, le temps qui se crée, le temps qui se développe petit à petit, j'aurai du temps pour profiter de mes enfants. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand mes enfants ont été autonomes, je me suis un peu plus développée, parce que j'avais un peu plus de temps à consacrer à mon cabinet. Et au fur et à mesure du temps où ils ont été de plus en plus autonomes, j'avais de plus en plus de temps à consacrer à mon cabinet. Alors c'est sûr qu'avec un garçon qui crée son cabinet à la même période que moi, son développement a été plus rapide. Mais moi, j'ai vécu autre chose. Aussi, oui. Voilà. J'ai pas que mon cabinet dans la vie, je suis comme toutes les femmes, même les hommes aujourd'hui, mais moi, j'ai aussi ma famille. Et mes priorités, c'est toujours ma famille, mon cabinet, mes fonctions. Et c'est dans cet ordre-là. C'est pas pour ça que je néglige les fonctions. Mais je veux dire, voilà, bon, aujourd'hui, moi, mes enfants, ce sont des jeunes adultes, ils sont plus à la maison, à part un qui est revenu, mais c'est le petit dernier. Mais bon, voilà, c'est un jeune adulte, ils travaillent tous, voilà, ils n'ont plus besoin de moi, et donc j'ai du temps, et même si j'ai mon mari à la maison, enfin voilà, mais j'ai du temps, et c'est pour ça que je peux donner plus de temps aujourd'hui à mes fonctions, et c'est pour ça aussi que je l'ai fait, et que je me suis présentée aux élections, parce que je savais que j'aurais cette disponibilité. Mais quand il faut arrêter, les femmes, de se mettre des plafonds de verre. De se dire, ah non, ça je peux pas. Si, on peut tout faire. Mais on n'est pas obligé de le faire comme les hommes. C'est tout. On le fait comme nous, on le sent. Et on est chacun différent. Et il y a le chemin qui nous emmène aux résultats ou aux objectifs qu'on se fixe. Exactement. Ouais. Exactement. Ok, on passe à l'ultime question. Ouais. C'est une question qu'on pose à tous nos invités pour clôturer le podcast. Et la question c'est, si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et pourquoi ? Waouh. Si j'étais un compte comptable, quel compte serais-je et pourquoi ? Ah, il y en a plein. J'aurais bien aimé être une immobilisation, la stabilité. Ouais. Voilà. Le durable. Le durable. Ça me plairait bien. Ouais. Parce que c'est important aussi dans ce métier d'avoir
points fixes, on va dire des phares, Ouais. voilà, des repères, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Un repère, être un repère, c'est-à-dire un point fixe, quelque chose auquel on peut se raccrocher quand ça va pas bien, un phare. Et que ce soit pour soi, comme pour ses clients. Exactement. Parce que les clients aussi, ils ont besoin Ils ont besoin de confiance. stabilité, ils ont besoin de confiance, Ouais. ils ont besoin de nous faire confiance, ils ont besoin d'avoir confiance en nous. Et c'est important pour eux d'avoir une stabilité parce que on touche à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on fait, ils ne le maîtrisent pas, ils ne le connaissent pas. On fait un métier très technique quand on regarde bien. Et donc, ils ne maîtrisent pas. Et c'est ce qu'on dit souvent. Nos clients, les artisans, les commerçants, les entreprises, ce sont des très bons techniciens dans leur métier, mais malheureusement, ils ont une inculture en matière de gestion, mais c'est pas... Enfin voilà, c'est comme ça. Et donc, nous, on a cette culture-là et on est là pour les accompagner et on est des copilotes pour eux. Et ils ont besoin d'être sûrs. Et pour être sûr des gens qui sont à côté d'eux, des experts comptables, il faut qu'ils soient sûrs de leurs compétences. Et c'est ça l'ordre aussi. Ouais. L'ordre est là aussi pour s'assurer de la compétence. L'ordre édicte un code de déontologie. Le code de déontologie et les normes qu'édicte l'ordre. C'est pas pour embêter les experts comptables, c'est pas pour embêter les chefs d'entreprise quand on leur dit il faut faire comme ça et pas comme ça. C'est simplement l'assurance. C'est d'être sûr de la compétence du professionnel qu'on a en face de soi. Et de cette compétence découle la confiance du chef d'entreprise, mais la confiance de tout l'écosystème autour du chef d'entreprise, et notamment des financeurs, des fournisseurs, des banquiers. Eux, ils ont besoin d'avoir confiance dans ce qu'on produit, nous, les experts comptables, parce que le bilan, c'est la seule chose qu'ils voient de concret de l'entreprise. Oui, c'est le carnet de santé. C'est le carnet de santé de l'entreprise. Et si le carnet de santé dit que l'entreprise va bien, il faut qu'ils en soient sûrs qu'elle va bien. J'aime bien dire que l'expert comptable, c'est un peu comme le docteur des sociétés. On est les médecins généralistes des entreprises. Voilà. Et sur ce, je tiens à te remercier de nous avoir permis d'enregistrer ce podcast et en plus de nous avoir accueillis dans ton bureau. Si jamais tu disais que t'étais, on pouvait te solliciter si jamais on avait besoin. Ok. Quand tu veux. Ça se passe Moi, comment ? je suis là pour représenter les experts comptables. Je suis là l'ordre est là pour promouvoir et défendre la profession d'expert comptable. Ouais. Et moi, je représente parce qu'il faut quelqu'un. Et donc, moi, je suis là. Vous avez besoin, qui que ce soit. Moi, je suis là. Il y a besoin de me voir. Et là, c'est mon bureau, mais c'est le bureau. La porte est ouverte à tout le monde. C'est la maison des experts comptables ici. C'est l'ordre des experts comptables. Tout le monde peut venir. Tous les experts comptables peuvent venir. C'est leur maison. C'est pas ma maison à moi, c'est pas mon bureau. Alors, c'est sûr, c'est moi qui l'occupe en ce moment, mais je veux dire, voilà, c'est ma porte est ouverte. Eh ben, merci de nous avoir accueillis au conseil. Merci d'être venu et merci pour cet agréable moment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.